C'est bon pour nous, Jean-Luc. Très bien. Bonjour à tous. On va pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Et pour commencer, je propose à Magali de faire l'appel. Merci Magali. Bonsoir. Cornet Daniel. Présent. Poilvé Stéphane. Présent. Morand Sylvie. Présent. Fuselier Sylvie. Présent. Rouault Philippe. Présent. Mavero Hélène. Mérel Stéphane. Présent. Mahé Muriel. Présent. Moyon Armel. Présent. Longat Paul. Présent. Renaud Eliane. Présent. Burlot Christian. Présent. Gauthier Jean-François. Pouvoir à Christian Burlot. Rose Valérie. Pouvoir à Sylvie Morand. Cran Françoise. Présente. Duval Gabriel. Absent. Sourget Sébastien. Présent. Andrzejewski Magali. Présente. Condé Jiménez Raphaël. Présent. Soufflet Caroline. Présente. Gandon Régis. Présent. Terrassa Swad. Pouvoir à Sylvie Fuselier. Coire Sébastien. Présent. Gut Laetitia. Pouvoir à Stéphane Mérel. Samson Margaret. Pouvoir à Armel Moyon. Normand Christelle. Pouvoir à Gesson Pouvoir. Duval Sabrina. Présente. Blanchard Nadège. Pouvoir à Muriel Vallée. Clouette Brice. Pouvoir à Raphaël Condé Jiménez. Tano Erwan. Hervé Jonathan. Pouvoir à Stéphane Poilvé. Thibaudot André. Non. Saval Madi. Absent. Merci Magali. Voilà, merci pour l'appel. Nous allons déjà aborder la question du précédent procès-verbal du Conseil municipal du 13 novembre 2024. Est-ce que vous auriez des remarques ou des modifications à formuler? Je n'en vois pas. Je vous propose que l'on puisse procéder à le soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc le procès-verbal de la séance précédente est accepté et validé. Sur les décisions qui ont été prises dans le cadre des délégations qui me sont confiées par le conseil municipal, nous avons confié à la Sarl Denis TP la réalisation du busage de l'ensemble du linéaire de la rue de la Chapelle à Saint-Guillaume pour un montant de 16 000, presque 700 € hors taxe, 688,90. On a accordé des concessions pour des emplacements au sein des cimetières de la commune, 5 au cimetière de Versailles et 1 au cimetière du Prieuré. Également renouveler des concessions au sein des cimetières de la commune, donc 5 au cimetière du Prieuré, 1 au cimetière de Saint-Guillaume et 2 au cimetière de Versailles. Voilà pour les renouvellements. Et nous avons signé un avenant à la convention portant sur la mise à disposition du local municipal situé au 7 allée du Brivet, dénommé Pôle solidaire, conclu avec le comité de Pontchâteau du Secours populaire afin de préciser les espaces partagés du bâtiment. Conclu une convention d'occupation précaire avec l'entreprise à but d'emploi Espacea pour la mise à disposition d'un local d'une superficie de 53,80 m², situé 16 rue Maurice-Sambron. Et la convention est conclue pour une durée d'1 mois à compter du 15 novembre 2024, moyennant le paiement d'une redevance de 4 € par mètre carré, soit un loyer de 215,20 centimes d'euros hors taxe pour cette occupation. Également confié à la société Billard ADMH le marché d'entretien du matériel frigorifique, de cuisson, de laverie et électromécanique des salles municipales. Ce contrat de maintenance d'une durée de 2 ans et renouvelable une fois pour une durée d'1 an s'élève à 4 180 € hors taxe par an. Conclu un contrat de prêt avec la Banque postale d'un montant de 1 500 000 € et d'une durée de 15 ans destiné au financement des investissements 2024. Attribué également à l'agence 2LM le marché de maîtrise d'œuvre portant sur la requalification de la rue Maurice-Sambron
des feux de Kéral au giratoire de la Grivolet pour un montant de 33 580 € hors taxe. Attribué au cabinet Atelier 360 le marché de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement d'un espace glisse, skatepark et pump track sur le site de Couette-Rose dans le cadre des projets d'aménagement de la zone de loisirs pour un montant de 23 700 € hors taxe. Et chargé la Célarle Joalan-Roux de la défense des intérêts de la commune dans le cadre de l'occupation illicite du bâtiment d'Île-à-Forge, propriété de la commune. L'honoraire à la charge de la commune s'élève à 1 250 € hors taxe, auxquels pourront s'ajouter des diligences complémentaires facturées au taux horaire de 150 € hors taxe. Et puis enfin, attribuer le marché de fourniture de mobilier destiné à la salle du Rocher à l'entreprise Ouest Équipement pour un montant de 9 560 € hors taxe. Confier à l'établissement Roi Automobile agréé gardien de fourrière l'ensemble des opérations d'enlèvement, de transfert, de garde et de restitution en l'état des véhicules dont la mise en fourrière a été prescrite sur le territoire de la commune de Pontchâteau. Attribuer le marché de travaux portant sur le remplacement du faux plafond du service accueil état civil élection de la mairie à la Sarle Béliot-Patrick, entreprise à Missillac, pour un montant de 5 509 € 44 centimes hors taxe. Voilà pour l'ensemble des décisions prises entre les deux mandats. J'ai juste une question. Oui. Qu'est-ce qui se passe à la Forge? Alors la Forge, il se passe une occupation irrégulière, en fait, des personnes sans domicile fixe, on va dire, l'occupent de manière illicite. Donc on a engagé une démarche de manière à ce qu'on mette fin à cette occupation illégale. Voilà. Alors sur les points suivants, si vous n'avez pas d'autres questions, bien sûr. Sur les points suivants, donc modification du régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale a été institué par décret le 26 juin 2024. Donc c'est la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire qui nous amène à délibérer ce soir. Il prend la dénomination d'ISFE, indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Ainsi, avant le 1er janvier 2025 et après consultation du comité social territorial, les collectivités doivent instituer par délibération l'ISFE et en fixer le montant et les modalités d'attribution. Donc, nous avons réuni le Conseil social territorial le 2 décembre 2024. Celui-ci a émis un avis favorable à l'institution de l'ISFE ainsi qu'aux modalités d'attribution proposées par la collectivité. Alors, la proposition porte sur, tout d'abord, prendre acte de la suppression à compter du 1er janvier 2025 de l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, et de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction allouée aux agents de police municipale, d'instaurer donc, suivant ce nouveau régime indemnitaire, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à compter du 1er janvier 2025, au bénéfice des agents relevant des cadres d'emploi suivants, donc les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, et puis les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale. Donc le principe repose sur l'instauration d'une part fixe. Son montant correspondra au pourcentage mentionné ci-dessous, appliqué au montant du traitement soumis à retenue pour pension taux individuel. Donc on est sur 32% au maximum pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale et 30% au maximum pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. Et ça, donc, il est précisé que cette part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement. Et puis, il y a également, s'ajoute également à cela, l'instauration d'une part variable. Son montant sera le suivant, 7 000 €. C'est le montant maximum annuel prévu par le décret de la loi pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale et 5 000 € qui sont donc le montant maximum annuel prévu par le décret pour le cadre d'emploi des agents de police municipale.
Donc, il est proposé dans cette délibération de valider les critères et les modalités d'attribution de l'IFSE tels que présentés dans l'exposé des questions transmises avant la convocation au conseil municipal, de préciser qu'en cas de congé maladie, le régime indemnitaire suit le traitement, d'ajuster automatiquement les primes et indemnités lorsque les montants ou taux au corps de référence feront l'objet d'une revalorisation ou d'une modification réglementaire. Donc il y a un ajustement qui est prévu, et d'inscrire les crédits pour cela nécessaires au budget principal. Voilà pour l'exposé de la mise en place suivant le nouveau régime indemnitaire de la part fixe avec le bornage maximum indiqué et la part variable. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Des questions, pas forcément, mais je me dis que du coup, ça nous oblige aussi à fixer nos objectifs pour que derrière, il y ait aussi une rémunération, mais qu'on ait aussi des objectifs qui soient réalisés, quoi. Et je pense qu'il y a une attente assez forte quand on rencontre les habitants. Enfin, on a fait pas mal de réunions publiques sur les insécurités routières. Je pense que là, ils vont pouvoir s'y employer. Alors, effectivement, c'est à nous et puis tu peux intervenir, Raphaël, puisque tu es aussi le référent, c'est à nous de fixer des objectifs. Donc, la question de la sécurité routière ressort fortement. La question de la vitesse excessive en traversée de village ressort fortement. Donc, la demande à l'issue de ces réunions qui sont organisées par quartier, on en a organisé quelques-unes, eh bien, fait ressortir une demande exprimée par les habitants de pouvoir faire des contrôles de vitesse aussi. Dans les villages. Donc notre police municipale pourra bien sûr avoir dans ses priorités ces relevés de vitesse. Ouais. Et donc la part variable, elle sera discutée dans les 3 prochains mois, Monsieur Lemoine, sur un dialogue aussi, on va dire, avec la police municipale sur à la fois cette part variable et les attendus. Voilà. D'autres questions ? Donc on va poser ces principes-là qui sont les principes de base prévus par la loi, et puis la discussion va s'engager dans un travail partenarial entre la Direction générale des services, la police municipale et puis les élus, et dont Raphaël Conté-Rémenez qui est élu référent sur la question. Hein, très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va valider ces principes de base. Je vais appeler vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Donc les principes de base sont adoptés. La délibération suivante concerne l'adoption du règlement de formation des services de la ville de Pontchâteau. Donc il s'agit ici de pouvoir clairement poser les modalités qui permettent aux agents, lorsqu'ils sont en formation, d'avoir un règlement clair sur les déplacements, les prises en charge de frais, les mises à disposition de véhicules. Donc, ce document définit les droits et obligations des agents dans le respect de la loi. Il doit pouvoir être consulté par chacun au sein de la collectivité afin de connaître la réglementation relative à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, ses modalités d'application dans la collectivité. Donc, la collectivité a présenté son règlement de formation au comité social territorial le 2 décembre. Celui-ci a émis un avis favorable au projet de règlement de formation transmis avant la convocation du Conseil. Et donc, il s'agit ici de pouvoir valider ensemble le règlement de formation qui a été posé, dont vous avez le détail ici dans vos pièces annexes. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le sujet? Vous en avez le détail exhaustif en pièce jointe. Hein. Bon, c'est quelque chose d'assez usuel, hein, la formation et le règlement de formation associé. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on puisse soumettre à votre vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie.
La délibération numéro 3 porte sur la modification du règlement relatif à l'utilisation de véhicules de service et aux conditions de remisage à domicile. Donc ici, il s'agit donc de pouvoir poser ces conditions pour un agent qui a donc été recruté, sur le poste de directeur des services techniques adjoints. Et compte tenu de la nature des missions exercées par celui-ci, il est proposé de l'autoriser à bénéficier de façon permanente d'un remisage de véhicules à domicile. Et donc, pour cela, la proposition est donc de fixer la liste des fonctions et missions qui ouvrent droit à la possibilité de remisage à domicile. Donc, la liste ici, vous l'avez sous les yeux: le directeur général des services, la directrice des services techniques, le directeur adjoint des services techniques, la responsable du service culturel, salle de spectacle. Voilà pour la liste des personnes autorisées au remisage de véhicules à domicile. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Oui, j'ai une remarque sur un dossier aussi simple que l'utilisation des véhicules de service. Il y a encore une fois de plus 9 considérations et attendues pour pouvoir valider le texte. Je trouve que ça fait administrativement, c'est quand même de la rage réglementaire. C'est de la rage réglementaire, je confirme. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres remarques? Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on puisse soumettre à votre vote ces dispositions qui fixent de manière claire les modifications du règlement quant à l'utilisation de véhicules de service et aux conditions de remisage à domicile. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Concernant ce qu'on présente régulièrement à chaque conseil, les modifications du tableau des emplois, donc là on est sur un exercice de mise à jour. Ici il est proposé de mettre à jour et donc ça conduit à la suppression de 24 postes suite à des avancements de grade, à des départs en retraite, à des mutations, à des placements en disponibilité, à des nominations suite à promotion interne et à des fins de contrat pour un poste. Il y a des mobilités ainsi internes pour un poste. Donc, vous avez le détail de ces suppressions qui vous sont précisées dans l'exposé de questions. Voilà. Donc là, on est sur des mises à jour tout à fait usuelles. Concernant la direction des services techniques et aux services propreté urbaine et voirie, donc depuis le départ de la responsable du service voirie et propreté urbaine en décembre 2023, le poste est resté vacant. Et dans le cadre de la procédure de recrutement, la candidature d'un agent titulaire du grade d'ingénieur territorial a été retenue. Il intégrera les services de la ville par voie de mutation dans le courant du mois de janvier 2025. Et afin de permettre ce recrutement, la création d'un poste d'ingénieur à temps complet est nécessaire à compter du 22 janvier 2025. Et puis on a également à la direction vie scolaire enfance un agent comptable titulaire du grade d'adjoint administratif principal de première classe qui a souhaité changer de voie professionnelle. Dans le cadre d'un congé de formation professionnelle que nous lui avons accordé, elle a obtenu son CAP petite enfance et peut désormais évoluer sur des missions d'ATSEM notamment. Suite au départ d'une ATSEM à la rentrée 2024, cet agent a pu être affecté sur un poste vacant. Et afin de rendre plus cohérent le grade de l'agent et les missions effectuées, il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à compter du 1er janvier 2025. Au service culture et services et salles de spectacle du Carré d'Argent, nous avons un agent chargé de la communication de la salle de spectacle qui a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle. Il convient de le remplacer de manière à poursuivre les travaux de communication spécifiques et tous les sujets relatifs à la programmation de la salle de spectacle. Il est donc nécessaire de créer un poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er janvier 2025. Au service direction des services techniques, service entretien maintenance des bâtiments. Ici, c'est suite au départ en retraite d'un agent de maîtrise occupant le poste d'agent polyvalent de maintenance en 2022. Il a été décidé de recruter un agent contractuel dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Et cet agent est placé sur le grade d'adjoint technique territorial. Il est donc proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 7 janvier 2025.
À la direction des services techniques, services entretien ménage des locaux, compte tenu de l'organisation de l'activité des services entretien ménage des bâtiments et restauration scolaire, un poste d'adjoint technique titulaire créé à temps non complet, 24,5/35e, nécessite d'être ajusté de façon à répondre au mieux aux besoins du service. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, il est proposé d'ajuster le temps de travail hebdomadaire de ce poste à raison d'un temps non complet, 25/35e, et le poste d'adjoint technique à temps non complet, 24,5/35e, sera supprimé. Donc là, on est sur une mise à jour, un ajustement d'une demi-heure. Sur les services moyens généraux des services techniques, compte tenu des départs récents de 2 agents au sein du service moyens généraux des services techniques, retraite et disponibilité pour convenance personnelle et dans l'attente du recrutement de leurs remplaçants, il est proposé de créer 2 postes d'adjoints administratifs à compter du 1er janvier 2025, l'un à temps complet et l'autre à temps non complet, 28/35e. Voilà, c'est une mise à jour en fin d'année que nous pratiquons à chaque fin d'année pour ces postes. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des compléments d'information à demander? C'est la vie normale des services avec à cette fin d'année là les mises à jour nécessaires. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au vote pour cette délibération. Donc de se prononcer sur les postes présentés à supprimer, sur les postes présentés à créer et d'inscrire les budgets et les crédits correspondants. On n'est pas sur une augmentation d'effectifs, on est sur il y a une création de postes quand même. Est-ce qu'il y a, j'appelle vos votes, est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas, donc délibération adoptée. Concernant la création de postes d'agents contractuels, donc ici, il s'agit pour la direction des services techniques, services entretien de la voirie, un poste d'agent technique contractuel qui a été créé par délibération du 1er février 2024 afin de combler le besoin en renfort de personnel au sein du service voirie et propreté urbaine. Ce besoin de renfort est toujours nécessaire. Aussi, il est proposé de renouveler ce poste d'adjoint technique à temps complet du 2 février 2025 au 31 juillet 2025. Sur la direction des services techniques, services entretien, ménage des locaux. Et là, c'est compte tenu de l'organisation de l'activité des services entretien, ménage des bâtiments et restauration scolaire. Certains postes d'agents non titulaires créés à temps non complet nécessitent d'être ajustés de manière à répondre au mieux aux besoins du service. Donc, à compter du 1er janvier 2025, il vous est proposé d'ajuster le temps de travail hebdomadaire des postes suivants. Un poste d'adjoint technique à temps complet sera réadapté à raison d'un temps non complet de 30/35e. Et puis un poste d'adjoint technique à temps non complet 27/5/35e sera réadapté à raison d'un temps non complet 26/35e. Donc c'est par rapport à l'organisation du travail, l'ajustement du temps hebdomadaire. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces mises à jour et renouvellement de contrat? Je n'en vois pas. Je vous propose de soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, délibération adoptée. Sur la délibération suivante, il s'agit du recensement de la population 2025, création d'emplois d'agents recenseurs. Donc, ici, nous vous rappelons les modalités. Le recensement de la population communale est prévu du 16 février au 22 février 2025. Pour le mener à bien, la commune doit désigner des agents recenseurs pour opérer sur le terrain. Au nombre de 2, ces agents recenseurs seront recrutés d'ici la fin de l'année. Donc nous allons reproposer aux personnes qui assurent ce recensement jusqu'à présent. Elles ont accepté cette mission et nous les en remercions. Leur rémunération est déterminée par le conseil municipal de la commune et il est proposé de la fixer suivant les modalités que vous avez sous les yeux. Rapidement, il y a un forfait de 95,5 € pour une tournée de reconnaissance, une indemnité de 1,64 € par feuille de logement sur les feuilles de logement collectées. Il y a également un émargement de 2,35 € par bulletin individuel sur les bulletins individuels collectés.
Pour les séances de formation, un émargement de 50 € par séance. Sur les indemnités de déplacement, on a un forfait de 256 pour l'IRIS 101 et forfait de 333 pour l'IRIS 102. Vous me direz, monsieur Lemoine, à chaque fois j'oublie les IRIS, je ne sais pas. Ce sont les modalités. Ce sont les secteurs. Les secteurs, voilà. Et puis on a une prime Internet, 186,53 €. Si le taux des réponses via le site Internet de l'INSEE est supérieur à 60% des logements collectés. Enfin, on a une prime pour les feuilles de logement non enquêtées, FLNE, feuilles de logement non enquêtées, 186,53 € si le taux des logements non enquêtés est inférieur à 1,50% des logements collectés. Donc, en contrepartie de cela, la commune reçoit une dotation forfaitaire allouée par l'État au titre de ses opérations de recensement d'un montant de 1 973 €. Et puis, nous venons de recevoir de l'INSEE notre nouvelle population. Voilà. La population municipale, on est de mémoire passée à 11 250 de mémoire, si vous avez sur vos... Et la population totale, elle est à 11 005 et dépasse 11 005. Hein. Mais on est à 11 250 populations municipales de cet ordre-là. Voilà. Voilà sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, on encourage toutes les personnes à réserver un bon accueil à nos agents recenseurs parce que c'est un travail fastidieux. C'est un travail qui demande de la rigueur et c'est un travail qui détermine derrière beaucoup de choses en termes de niveau de service à maintenir, qui donne beaucoup de renseignements aussi pour accompagner la population et en tirer des conclusions sur les besoins à venir. Donc, c'est important d'avoir des informations fiables. Donc, voilà, j'encourage la population à réserver à nos personnes recenseurs un bon accueil. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à formuler sur le sujet ? Je n'en vois pas. Je vais soumettre à votre vote cette délibération suivant les modalités exposées et donc de créer 2 emplois d'agents recenseurs vacataires du 3 janvier 2025 au 24 février 2025 en application des textes du Code général de la fonction publique, de fixer la rémunération brute de ces agents recenseurs sur la base des tarifs qui vous ont été présentés, d'imputer ces dépenses sur le budget de fonctionnement et de m'autoriser à signer toutes les démarches utiles. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La délibération est adoptée. On poursuit avec Sylvie Fuselier pour la délibération numéro 7 concernant la conclusion d'une convention pluriannuelle avec l'association Pontzig. Merci Sylvie. Donc effectivement, on propose de renouveler la convention avec l'association Pontzig, donc avec qui depuis 2014 on a un partenariat l'association s'occupe de la programmation et de l'organisation de la fête de la musique et aussi du festival de la Corde-Raide. Donc festival de musique qu'il y a au mois de mars et qui est petit à petit décalé plus sur le printemps après disons sur avril pour l'instant. En cette année, on a eu plus de 8000 amateurs de musique qui ont été présents à la fête de la musique. Et en début d'année, donc ça c'était le 22 juin, on avait eu au mois d'avril donc le festival de la Corde-Raide qui a aussi été complet sur toutes ces manifestations, qui a une programmation qui au Carré d'Argent, mais aussi en dehors du Carré d'Argent, et aussi qui va sur d'autres communes. Donc là, c'est près de 5000 spectateurs qui ont pu assister aux différentes représentations. Donc on arrive au terme de la première convention. On propose donc de la renouveler pour 3 ans, à côté du 1er janvier 2025, donc jusqu'au 31 décembre 2027. Dans cette convention, comme traditionnellement, on formalise tous les engagements des deux côtés. Au-delà des soutiens financiers que la collectivité peut apporter, évidemment, on aide aussi et on soutient fortement sur des moyens humains et matériels, sur toutes les préparations, les mises en place et les désinstallations.
Donc, il y a un projet, donc Pondzic. Alors, ce que je tiens à souligner, c'est aussi la qualité du travail que maintenant on a réussi à instituer entre les services et puis Pondzic, où tout est bien cadré. Pondzic a aussi des fiches de travail très cadrées. Puis maintenant, on est habitué à travailler ensemble. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin. Christian participe beaucoup à la préparation de tous ces événements. On n'a pas besoin de beaucoup se voir, ça roule. On a très vite les demandes de matériel. Et puis, des deux côtés, ça se comprend bien. Donc, c'est vrai que c'est devenu très fluide, l'organisation des événements avec eux. Donc, ils ont un projet d'extension de leur festival de la corde raide, donc festival dédié à la musique autour de la guitare, hein. Plutôt rock, un peu blues aussi, avec la volonté d'avoir une partie du festival aussi en extérieur. Donc, ils voudraient faire au moins 3 scènes. Donc, en faisant une extension, en gardant le carré d'argent, mais en faisant une extension sur l'allée du Brivet, bien sûr avec une époque comme le mois d'avril, avec des systèmes de chapiteaux pour mettre à l'abri quand même les spectacles. Donc on a du coup proposé une organisation différente du financement. Au vu des expériences des 2 dernières années, donc il est proposé si on reste dans le format tel qu'on est aujourd'hui, une subvention de 12 000 euros pour la corde raide, si l'organisation reste à l'intérieur du carré d'argent, ce qui sera le cas en 2025. Et si l'extension est faite en 2026-2027, de passer cette subvention à 15 000 euros, puisque le budget sera beaucoup plus conséquent. Voilà. Et puis on a prévu que si l'extension ne se faisait pas, on restait sur 12 000 euros. Donc ça, c'est pour la partie festival de la corde raide. Sur la partie fête de la musique, on a ramené la subvention à 6 000 euros par an. Voilà. Ce qui fait que globalement, en mode extension, on est à 21 000 euros les deux manifestations confondues. Ce qui était le cas, c'est le même montant que sur la précédente convention, mais réparti différemment, puisque dans la précédente convention, on était à 9 000 euros sur la fête de la musique et on était à moins sur la corde raide. Donc en fait, on est resté au même montant global, mais on l'a réparti différemment, puisque aujourd'hui, sur la fête de la musique, les ventes de buvettes permettent de mieux couvrir que ce qu'ils n'espéraient les dépenses. Donc on a pu baisser la subvention affectée à cette manifestation-là. Et pour pallier les risques à l'extension, on avait le même système sur la précédente convention. On a proposé donc de plafonner une aide exceptionnelle s'il devait y avoir un incident de réservation, c'est-à-dire une baisse de fréquentation et un gros déficit, à un maximum de soutien exceptionnel de 5 000 euros. Voilà. Sur des éventuels donc déséquilibres sur les manifestations. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Non, par an. Par année d'événement. Voilà. Donc là, oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être. Quand on dit mutualiser, c'est si, par exemple, la fête de la musique fonctionne mieux et carré d'argent, enfin, la corde raide fonctionne moins bien, on fait un pot commun et on regarde. C'est ça, hein. Oui, enfin, la mutualisation, il faut quand même être conscient qu'on approche vers des périodes un peu troublées sur le plan de la culture, et donc que les équilibres seront peut-être plus difficiles à atteindre. Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est une chance, mais le Festival de la corde raide n'avait pas beaucoup de subventions, donc ils ne vont pas être fortement impactés, contrairement à d'autres festivals qui bénéficiaient beaucoup de subventions. Je dois l'avoir là, la corde raide. Hop, en subvention, c'était nous les plus gros contributeurs, hein, puisqu'il y avait 4 000 euros de la communauté de communes,
2 000 euros du département, 2 500 euros de la région et 3 000 euros de l'État. Voilà. Donc, ils ne sont pas des montants faramineux. Aujourd'hui, leur plus gros financeur, c'est le mécénat d'entreprise pour presque 17 000 euros. Donc, c'est une équipe qui est habituée à aller chercher de l'argent par mécénat d'entreprise et qui le travaille très bien et qui fait des dossiers conséquents aussi de rendu pour les mécènes, qui les rencontre régulièrement et qui assume beaucoup de choses là-dessus. Donc effectivement, voilà, ils sont habitués déjà à fonctionner avec ce genre d'approche qui peut être complètement nouvelle pour d'autres équipes. Merci pour cet exposé complet, les précisions apportées aussi. Et c'est vrai que les temps à venir vont être des temps difficiles pour la culture ou pour l'animation locale, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions, précisions? Je n'en vois pas. Merci Sylvie pour l'exposé. Et donc, sur les modalités qui vous ont été indiquées pour la mise en place d'une nouvelle convention, je vais recueillir votre avis. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, nous allons pouvoir renouveler cette convention pluriannuelle et reformaliser les engagements respectifs. Je vous remercie. Sur l'attribution d'une subvention d'équipement à l'association La Bobine, on poursuit avec Sylvie. Donc, effectivement, on a la chance donc à Pontchâteau d'avoir un cinéma qui fonctionne tous les jours et qui, certains jours, a même plusieurs représentations. Donc, le matériel avait besoin d'être renouvelé, surtout la partie son. On travaille avec eux une programmation pluriannuelle de renouvellement pour échelonner le matériel. L'enjeu est bien de maintenir à niveau la salle en attendant qu'on puisse faire quelque chose de différent. Donc là, c'est le rack son qui a été renouvelé avec... en plus, c'est moderne. Maintenant, il y a des parties informatiques qui permettent de connecter à tout le serveur du fonctionnement du cinéma, ce qui permet de lancer en automatique maintenant le son. C'est-à-dire que quand la séance se lance, ça allume les lumières. Ça allumait déjà les lumières toute seule, mais maintenant ça gère aussi la partie son. Le budget, donc, il était de 30 436 euros et ils ont obtenu du CNC une aide de 14 179 euros. Donc, Centre national du cinéma. C'est un système qui est de capitalisation de sommes à partir du nombre d'entrées. Et donc, la Bobine sollicite la commune pour le versement d'une subvention exceptionnelle destinée au financement de la somme restant à la charge de l'association, à savoir 16 257,10 euros. Merci Sylvie. Je vais vous proposer de passer au vote. Si vous n'avez pas de remarques ou de demande de précision, je vais appeler vos votes sur cette délibération pour l'attribution d'une subvention. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La délibération est adoptée. La délibération suivante concerne l'adoption des tarifs de la location de la salle du Rocher. Je passe la parole à Stéphane Poilvé. Donc, nous sommes partis sur la base des tarifs de Saint-Roch. Ils ont fait une règle de 3, on va dire, en fonction des surfaces. Si vous voulez passer. Donc, on distingue deux types de tarifs. Les tarifs sans cuisine et avec cuisine. Pour indiquer que les tarifs avec cuisine seront aussi avec la vaisselle. C'est la première fois qu'on tente l'expérience dans une salle. Donc la salle de Saint-Guillaume aura pour l'instant de la vaisselle. Donc on verra si jamais ça fonctionne bien et qu'on n'a pas de soucis si on étend ce dispositif aux autres salles. Donc ce sera en test. Donc vous voyez donc les tarifs pour chaque type
chaque type soit d'horaire, soit de locataire. Est-ce que vous avez des questions autrement par rapport à ça? Donc elle devrait être mise en location à partir du mois d'avril. Donc la proposition ici d'approuver les tarifs de location des salles municipales annexées à la présente délibération et en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Et donc est autorisé Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je suis parti. Donc, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Donc, on est sur une présentation pour harmoniser les règlements de mise à disposition de cette nouvelle salle qui est attendue par la population avec les autres en vigueur sur la commune, avec à la fois des tarifs aux particuliers, communes de la commune ou hors commune, et puis des tarifs aux associations. Est-ce qu'il y a... Je vais appeler vos votes. Si vous n'avez pas d'autres remarques, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions, s'il vous plaît? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et la délibération est adoptée. Merci Stéphane. Donc je te laisse poursuivre sur la délibération suivante pour l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2025 au budget principal. Ouais, donc comme chaque année, on fait des ouvertures de crédits pour pouvoir lancer des travaux et payer les entreprises avant le vote du budget. Donc on a le droit à 25% du budget 2024. Donc c'est ce qu'on vous propose. Donc le tableau qui suit par article vous propose. Donc on a le budget 2024, donc les 25% qui nous permettent de pouvoir payer des factures avant le budget. Ensuite, donc pour près de 2 millions d'euros. Ouais, pour près de 2 millions d'euros. Ouais. Donc d'ici le mois de mars, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tout nécessaire, heureusement. Voilà. Donc c'est tout pour cette délibération, pour oui. La mise en place du budget pour assurer la continuité. Est-ce que vous avez des remarques avant que nous passions au vote? Pour l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement, ce qu'on fait tous les ans. Non. Alors je vais appeler vos votes, si vous voulez bien, pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas, donc délibération adoptée. Suivante, ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2025, même exercice, mais cette fois pour le carré d'argent, Stéphane. Oui, donc la même chose, donc pour un montant de 14 200 euros à peu près. Donc c'est exactement le même processus. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur la mise en place? Je regarde Paul, je sais que... Oui, non, je voudrais féliciter Stéphane parce qu'on ne parle pas en centimes. Ah, justement, je voulais juste y venir après, mais tu m'as devancé. Mais c'est pour le coup d'après. Très bien. Si vous en êtes d'accord, on va donc procéder à la validation de l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement pour l'année 2025 au carré d'argent pour une somme de 14 168 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions, s'il vous plaît? Je n'en vois pas. Donc, délibération pour l'ouverture adoptée. Délibération 12, on poursuit avec Stéphane sur, cette fois, des ouvertures d'autorisation de programme aménagement des vestiaires sportifs du Landas et aménagement d'une maison de santé. Donc là, l'objectif, c'est d'étaler les dépenses sur plusieurs exercices. Si on ne fait pas d'autorisation de programme, c'est-à-dire qu'on met l'ensemble de la somme au budget. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir l'étaler. Donc pour l'aménagement des vestiaires sportifs du Landas, donc 2024, 300 000 euros. Et puis 1,9 million en 2025 et 150 000 en 2026. Et puis donc l'étalement pour la maison de santé, c'est 200 000 et puis 1,05 million euros pour 2025. Donc les deux chantiers sont partis en travaux, comme c'était prévu. Je ne sais pas si quelqu'un est allé déjà au Landas pour voir le début des travaux, mais donc c'est en cours. Donc la livraison, elle est pour fin 2025? C'est ça. Automne 2025? On va dire fin 2025 comme fin ça. Fin 2025.
Bien. Cette autorisation de programme, comme vous l'a présenté Stéphane, permet d'engager les crédits annuels au fur et à mesure de l'avancement du projet. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote pour la mise en place de cette autorisation de programme? Je n'en vois pas. Donc je vais appeler vos votes sur l'exposé de Stéphane pour autoriser la mise en place de ces autorisations de programme et des crédits annuels afférents. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, délibération 12, adoptée. Délibération 13, on poursuit avec Stéphane. Décision modificative numéro 2 au budget principal. Donc, essentiellement sur le chapitre 67, 204, si on voit le tableau qui est juste après. Donc, on a eu des titres annulés donc, concernant la prise en charge de frais scolaires par des communes avoisinantes. Où on a eu des discussions assez longues et il y a eu un refus de leur part de payer. Et puis autrement, des annulations de titres de paiement de caveaux. Il n'y a pas eu de résurrection, c'était juste que c'était pas... Là, dans les familles, on a changé de personnes pour payer. Concernant donc les subventions, donc il y a une subvention d'équipement en investissement pour le carré d'argent, puisqu'il y a plus de travaux que prévu. Et puis la subvention du cinéma La Bobine, qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc là, c'est là que je voulais noter, Paul, qu'on est à 16 658, alors que Sylvie a passé une subvention à 16 257,10. Donc on a arrondi. Non mais on a arrondi. Et autrement, donc dans les travaux en régie, on reverra ça lors du budget, enfin lors du vote du CA, mais là essentiellement ce qui apparaît là, c'est l'aménagement des bureaux de direction et de secrétariat général au premier étage de la mairie, les aménagements du bureau dans la responsable des ressources humaines, et puis la rénovation des toilettes école Charles Perrault, puis aussi les aménagements des espaces Kéral qu'on a pu voir mercredi dernier. Est-ce que vous avez des questions autrement? Bon, pour cette décision modificative, je vais appeler et soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions pour la mise en place d'une décision modificative qui s'impose quand même? Je n'en vois pas, donc délibération adoptée. La suivante concerne délibération 14 sur la phase numéro 2 de l'opération d'aménagement des vestiaires Rolanda sur, cette fois, la demande de subvention d'ESIL. Donc, on retourne voir l'État pour avoir une subvention de 250 000 €. Donc, on a eu ce qui est acquis, c'est le conseiller régional. Donc la subvention est acquise. Et autrement, concernant... alors, elle est acquise, on attend le retour de la signature de la convention. On a reçu la convention, on l'a signée. Elle est partie chez eux, on attend le retour. Normalement, ils nous l'ont proposé, donc on ne devrait pas y avoir de problème. Et autrement, on attend aussi... on a sollicité la Fédération française de football. Donc on attend son retour. Et donc là, aujourd'hui, la délibération, c'est pour la DSIL. On sollicite 250 000 € auprès de l'État. Pour la deuxième tranche. Hein. Pour la deuxième tranche, voilà. Très bien. On est sur un montant, je crois, total de un peu plus d'1 million de subventions, 1 250 000 de subventions au total. Donc là, on va aller chercher celle concernant la DSIL pour la deuxième tranche. Et on remercie le soutien de l'État parce que c'est un gros projet à l'échelle apporté financièrement pour la commune. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de soumettre à votre vote cette délibération telle que l'a exposée Stéphane pour aller solliciter les crédits, les subventions auprès de l'État. 250 000 €, soit 30,70% du coût de l'opération dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public pour la phase 2, pour le financement de la phase 2 de l'opération d'aménagement des vestiaires du Landas. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Donc là, nous aurons, in fine, de belles installations pour accueillir à la fois les scolaires et les associations. Donc une grosse rentabilité d'usage et de mutualisation sur ce plateau sportif.
Délibération 15, je vais passer la parole à Philippe Rouault pour le renouvellement de la convention portant sur le RASED conclu avec les communes de la circonscription. Donc, dans le cadre du dispositif RASED, des enseignants spécialisés et des psychologues dispensent des aides spécifiques aux élèves d'écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté, grâce à un accompagnement et du matériel pédagogique aux besoins des enfants. Donc, nous avons sur la circonscription de Pontchâteau, nous avons un psychologue, un maître G, qui est un maître aide à dominante relationnelle, et un maître E, qui est aide à dominante pédagogique. Nous avons quand même la chance d'avoir ces 3 maîtres-là sur cette circonscription, parce que ce n'est pas le cas de partout. Donc on compte 3 antennes d'accueil de RASED situées sur le secteur, une à Donges, une à Saint-Gildas-des-Bois et une à Pontchâteau. Depuis quelques années, la commune de Pontchâteau coordonne la gestion administrative du réseau. Donc je tiens aussi à remercier notre secrétariat, le secrétariat du pôle vie scolaire enfance et Thierry Leroux pour le travail qu'ils font. La convention relative au RASED conclut avec les communes de la circonscription de Pontchâteau. Donc je ne vous les cite pas toutes, vous les voyez sur l'écran, arrive aujourd'hui à échéance. Il est rappelé que cette convention d'une durée de 3 ans a pour objet de déterminer la participation des communes au financement du dispositif. Pour l'année 2024, le coût prévisionnel des charges liées au RASED est de 5 637,03 €. Chaque commune en finance une partie. Ainsi, la participation annuelle de la commune de Pontchâteau s'élève à 1 000 €, donc c'est pareil, c'est arrondi. 1,65 € par élève et par an, par élève scolarisé dans les communes. Ce chiffre de 1,65 n'a pas bougé depuis 3 ans. Les dépenses sont les maîtres, les 3 enseignants spécialisés ne dépensent pas n'importe comment. Ce qui coûte très cher, c'est vraiment le matériel pédagogique qu'ils ont besoin au niveau des psychologues. C'est vraiment du matériel très spécifique et qui coûte cher, qui est à renouveler tous les 3 ou 4 ans. Donc il y a une très bonne gestion du financement. Et c'est quand même un financement très spécifique. La circonscription de Pontchâteau a été très novatrice sur ce financement-là. Et maintenant, il y a de plus en plus de circonscriptions qui adoptent le même système. Parce que l'éducation nationale ne paye pas du tout les équipements pour ces enseignants-là. Donc c'est vraiment... Et puis je tiens aussi à féliciter tous ces enseignants parce qu'ils font un très bon travail. Il ne faut pas oublier que sur la circonscription de Pontchâteau, c'est 3 258 élèves et il y a 18% des élèves qui sont suivis par les maîtres spécialisés, les maîtres du RASED. Donc voilà, c'est un chiffre qui n'évolue pas, qui reste stable au fur et à mesure des années. Une question comme ça, la prise en charge des élèves a lieu pendant le temps scolaire. Il y a des temps de travail en petits groupes ou c'est hors temps scolaire? Alors ça peut être pris en charge pendant les cours et en dehors des cours. Et cette prise en charge est faite souvent à la demande des enseignants, des classes, et avec bien sûr acceptation des familles, avec l'accord des familles, ce qui est très important. Mais il y a aussi une prise en charge en dehors des cours. Donc voilà, mais c'est très important et voilà, j'ai un autre chiffre, j'ai 441 familles ont bénéficié de ce système-là. L'éducation nationale quand même fait un effort pour les élèves en difficulté, ne sont pas mis de côté et vraiment il y a un apport quand même très important. Et notre circonscription est très bien dotée. Merci d'avoir insisté pour valoriser aussi cette coopération entre communes, ce pot commun qu'elles créent par leur participation chacune. Oui. Et puis ça participe à l'inclusion aussi de ces élèves qui par cette aide complémentaire, peuvent suivre aussi, comme tout un chacun, un cursus scolaire ordinaire, on va dire, tout en étant soutenu par ailleurs par un dispositif comme le RASED. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques?
Tu as été très complet aussi. Je vous propose de soumettre à votre vote cette délibération afin d'autoriser la conclusion de cette convention portant sur le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté avec les communes de la circonscription de Pontchâteau, ainsi que toute évolution de la dite convention sous réserve qu'elle ne remette pas en cause son économie générale. Est-ce que je vais appeler vos votes? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. Délibération 16 pour Stéphane sur l'attribution du lot numéro 5 métallerie-menuiserie du marché de travaux pour l'aménagement d'une maison de santé située chemin de Cribeuf. Lors de l'appel d'offres, il y avait un lot qui avait été infructueux, c'était le lot métallerie-menuiserie. Donc nous avons relancé plusieurs entreprises pour avoir des devis et on a eu des réponses. Donc on a pu voir ça lors de la commission MAPA. Donc on a attribué le lot métallerie, le numéro 5 métallerie-menuiserie pour un montant de 17 403 € hors taxe. Bon, il y a les centimes pour le TTC, désolé. Donc à l'entreprise STS 9. Une entreprise locale du bassin nantais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette attribution de l'eau Je pense que ceux qui étaient en commission MAPA ont tous les éléments. Est-ce qu'il y a des précisions? Je n'en vois pas, pas de demande. Je vais donc vous proposer de soumettre à votre vote la proposition d'attribuer le lot numéro 5 métallerie-menuiserie du marché de travaux pour l'aménagement d'une maison de santé à l'entreprise STS 9 pour un montant de 17 403 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. Délibération suivante concerne l'attribution du lot numéro 3, charpente bois bardage du marché de travaux relatif à l'aménagement des vestiaires au Landas avec Stéphane Merel. Merci Stéphane. Le 16 octobre 2024, le conseil municipal a également attribué le marché de travaux relatif à l'aménagement des vestiaires du Landas pour un montant de 1 746 662 € hors taxe. Il est aujourd'hui proposé d'attribuer le lot numéro 3 charpente bois bardage de ce marché, initialement déclaré infructueux pour absence d'offres. Il vous est donc proposé d'attribuer le lot numéro 3 charpente bois et bardage du marché de travaux pour l'aménagement du vestiaire des Landas, initialement déclaré infructueux, à l'entreprise Hervy pour un montant de 50 000 € hors taxe, soit 60 000 € TTC, ce qui porte le montant total du marché à 1 796 662,46 € hors taxe. Et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération. Merci Stéphane. Donc, entreprise Hervy, entreprise de la communauté de communes, oui. À Sévérac. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Donc, je vous propose, tel que l'a exposé Stéphane à l'instant, de soumettre à votre vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous propose de délibération adoptée. Je vous remercie. La suivante concerne l'avenant numéro 1 au marché d'entretien et de maintenance des espaces verts. On poursuit avec Stéphane. Ouais. La pluviométrie en 2024 a été exceptionnelle. Elle est intervenue cette année. Cette année a eu un impact considérable sur les terrains, aussi bien en termes de pousse de végétation que de praticabilité des espaces. C'est pourquoi il est aujourd'hui proposé de prolonger le délai d'exécution du marché d'entretien et de maintenance des espaces verts, qui arrivera à l'échéance en janvier 2025. Il est rappelé que ce marché d'une durée de 3 ans a été attribué ainsi. Le lot numéro 1, entretien des grands espaces verts en tonte mulching en entreprise EFIVER, pour un montant annuel de 48 000 €. Et le lot numéro 2, entretien des espaces verts en tonte pour ramassage à l'entreprise Technatura pour un montant annuel de 44 057 € hors taxe. Donc proroger ce marché jusqu'au 14 février 2024 permettra de réaliser un passage de tonte supplémentaire indispensable à la bonne tenue de l'ensemble des secteurs du territoire inclus au marché,
et il est précisé qu'une consultation est actuellement en cours afin d'attribuer le prochain marché. Il vous est donc proposé d'autoriser la conclusion d'un avenant d'un montant de 2 743,19 € hors taxe au lot numéro 1, l'entretien des grands espaces verts en tonte mulching, du marché d'entretien et de maintenance des espaces verts de la commune confié à l'entreprise Effivert, ce qui porte le montant du lot à 50 751,77 € hors taxe, soit 60 902,13 € TTC. Et d'autoriser la conclusion d'un avenant d'un montant de 918,12 € au lot numéro 2, entretien des espaces verts en tonte avec ramassage, du marché d'entretien et de maintenance des espaces verts de la commune, confié à l'entreprise Technatura, qui porte le montant du lot à 44 975 €, soit 53 970 € TTC. Et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des demandes de précision, des questions? Donc sur la base de l'exposé de Stéphane, je vais proposer cette délibération à votre vote pour la mise en place de ces avenants auprès des entreprises donc Effivert et Technatura pour l'entretien des espaces verts en tonte, en mulching et tonte avec ramassage. Donc je vais appeler vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Donc la délibération est adoptée. Délibération 18 adoptée. Délibération 19, on poursuit avec Stéphane sur l'avenant numéro 1 au marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la salle du Rocher, lot numéro 2, Gros Œuvre. Le 12 décembre 2023, le conseil municipal a attribué le marché des travaux portant sur la réhabilitation et l'extension de la salle du Rocher pour un montant de 608 062 € hors taxe. Le lot numéro 2 Gros Œuvre de ce marché a été attribué à l'entreprise Clément et Fils pour un montant de 130 344 €. Il est proposé de conclure un avenant à ce lot afin de tenir compte de deux modifications. La reprise d'enduit suite à la demande par la commune pour un montant de 10 035 € et le remontage du mur d'enceinte suite à sa détérioration au cours des chantiers pour un montant de 11 000 € hors taxe. Le marché évolue donc ainsi. Marché de base 130 344 €, l'avenant numéro 1 21 037 €, montant du marché hors taxe du 151 382 €, un montant de TVA à 30 276 € et le montant TTC du marché plus les avenants à 181 658 €. Il vous est donc proposé d'autoriser la conclusion de l'avenant d'un montant de 21 037 € au lot numéro 2 Gros Œuvre du marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la salle du Rocher confiée à l'entreprise Clément et Fils, ce qui porte le montant du lot à 151 382 €, soit 181 658,39 € TTC. Et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération. Merci. Stéphane, pour ton exposé sur les modalités exposées, si vous n'avez pas de remarques concernant ces avenants, je vous propose de soumettre la décision à votre vote, la délibération à votre vote, pardon, pour les avenants tels que exposés par Stéphane. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas, donc délibération numéro 19 adoptée et je vous remercie. La délibération numéro 20 concerne l'avenant numéro 1 au marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la salle du Rocher sur le lot numéro 13, plomberie, sanitaire, équipement intérieur, chauffage, ventilation, avec la conclusion au lot numéro 13. Donc Stéphane. Ouais. Afin de tenir compte de l'adaptation des équipements de cuisine aux futurs usages de la salle, il est également proposé de conclure un avenant au lot numéro 13, plomberie, sanitaire, équipement intérieur, chauffage, ventilation, attribué à l'entreprise Caléo pour un montant de 100 972 €.
Le marché évolue donc ainsi. Marché de base, 100 972 €. Avenant numéro 1, 4 806 €. Montant total hors taxe du marché, 105 778 €. TVA, 21 155 €. Et montant TTC du marché, 126 934 €. Il vous est donc proposé d'autoriser la conclusion d'un avenant d'un montant de 4 805 €, 4 806 € hors taxe, au lot numéro 13, plomberie sanitaire intérieure, chauffage, ventilation, du marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la salle du Rocher, confiée à l'entreprise Caléo, ce qui porte le montant du dit lot à 105 778 € hors taxe, soit 126 934 € TTC. Et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération. Merci. Merci Stéphane. Sur les avenants, donc ici, pour la plomberie sanitaire équipement intérieur, comme tu l'as exposé, je vais appeler, si vous n'avez pas de questions, je vais appeler vos votes pour cette délibération et la conclusion de l'avenant. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc, délibération 20 adoptée. Délibération 21 porte sur la révision du plan local d'urbanisme. Et dans ce cadre, nous portons ce soir le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, dans le jargon, ce qu'on appelle le PADD. Ces orientations générales avait été présenté dans sa séance plénière le 1er février 2024. Il avait été ensuite proposé au Conseil municipal du 16 octobre de débattre de nouveau sur l'ajout d'un nouvel objectif au dit PADD. Et aujourd'hui, nous vous le resoumettons plus spécifiquement pour prendre en compte les modifications apportées aux objectifs et notamment sur le développement économique, ce que je vais vous présenter rapidement. Donc, sans revenir de manière littérale sur tous les points, rappelez ici que ce projet d'aménagement de développement durable a pour fonction exclusive de présenter les grandes orientations du projet communal d'ici 2034, c'est-à-dire de quelle manière nous allons organiser le développement de la commune en matière de logement, en matière de mobilité, en matière d'accueil aussi d'entreprises, d'habitat, de transport, de réseaux d'énergie, de développement d'énergie renouvelable, de développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique, les loisirs. Voilà, tout ce qui fait la vie locale va être traduit dans ce PADD. Et nous l'avons organisé autour de 3 axes qui sont ceux issus du projet Pontchâteau 2030 que nous avions déjà présenté dès février 2019. Donc ici, on a un axe 1, conforter Pontchâteau comme cœur de bassin de vie. Deuxièmement, prendre soin du vivant, de notre environnement, vivant, et de relier, irriguer et partager. Voilà les 3 axes autour desquels nous avons construit ce projet. Vous rappelez très vite sur l'accueil de population, sur quel ratio nous sommes. Nous sommes sur donc un scénario de croissance démographique à 1,2% en moyenne chaque année jusqu'en 2034. Ce qui revient à prévoir les capacités d'accueillir les 13 035 habitants attendus d'ici 10 ans. Prévoir la création d'environ 1185 logements d'ici 2034 en optimisant les constructions existantes, ce qui revient à 115 logements neufs construits par an, et tout en maîtrisant la création de logements en fonction des équipements et des services disponibles sur la commune. Et puis, sur la consommation d'espace, et vous le savez, la nécessaire prise en compte de la demande de réduire notre artificialisation des sols. Donc, nous devons s'engager dans cette démarche et nous le faisons activement. Et ici, la trajectoire est une trajectoire de réduction de 40% de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestières.
d'ici 2031 par rapport à la décennie précédente. Donc soit 43 hectares maximum en 2031, conformément au principe de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Et puis on a également une intention aussi de répondre aux besoins en logement en privilégiant les espaces libres, donc en densification et non plus en extension. C'est un nouveau raisonnement. On ne cherche pas du terrain nu pour construire, comme ça a été fait dans d'autres pratiques et d'autres logiques. Et on le constate aujourd'hui sur notre commune, on a du logement décimé absolument partout. Et là, la nouvelle logique est ici de rechercher la densification, encore d'agglomération, et donc de faire avec le déjà là et de limiter au maximum la consommation de foncier, tout en réservant notre vocation à l'accueil d'habitat aussi et de nouvelles populations, mais dans cette logique-là. Donc on est aussi en lien avec le plan local d'urbanisme qui a été révisé récemment au niveau de la communauté de communes. Et donc, pour répondre aux besoins en logement en privilégiant les espaces libres en densification, on souhaite limiter la consommation de foncier à vocation d'habitat à environ 16 hectares à l'horizon 2034. Et donc en urbanisant de manière raisonnée à un rythme de 1,6 hectares par an. Donc, densification, quand on parle de densification, vous dire aussi, et je vais passer après au volet économique, mais pour toute nouvelle opération d'aménagement, nous visons une densité moyenne de 30 logements par hectare. Ça, c'est la moyenne générale. Il y a des densités qui seront plus hautes et des densités plus faibles, hein, en privilégiant la qualité urbaine et paysagère, toujours intégrée d'office dans nos projets. On souhaite aussi optimiser le potentiel foncier de l'agglomération et des trois bourgs, pour toujours dans cette logique de densification autour des zones urbaines, donc Saint-Guillaume, Saint-Roch, le Calvaire, et de répartir cette population de manière équilibrée sur le territoire. Voilà pour l'essentiel des données que je voulais vous rappeler. Celles-ci ne changent pas depuis le dernier PADD. Je vais aborder maintenant la question du développement économique, puisque c'est l'objet même de ce nouveau passage sur la question du développement économique. Nous allons donc y venir. Je cherche ici mon sujet, l'axe 1, ici, hop. Ici, voilà, ici. Alors, ici, nous avons sur le développement économique un nouveau contexte, et c'est celui-là dont je vais vous parler, qui a donc modifié aussi nos premières intentions. Dans une première intention, concernant le développement économique, nous avions présenté au PPA, aux personnes publiques associées, le développement économique sur une répartition au total qui visait 12,5 hectares. Elle se décomposait principalement sur la zone de l'abbaye, avec une répartition donc dans cette zone de 2 hectares à l'entrée, de 2 hectares au milieu sur une parcelle qu'on appelle, vous rappelez, la sapinière, et puis de 7 hectares pour la tranche 3 de l'abbaye. Vous la voyez tout en bas, en face, la Menet. Et donc 1 hectare également 5 situé à l'angle de la rue nantaise et de la RD 773, là où la construction a démarré pour l'accueil des bureaux administratifs de Grial. Donc voilà, nous étions sur cette intention de 12,5 hectares. Cette première version nous permettait une réduction de 48% de la consommation foncière pour 37,22 hectares consommés. Donc en comparaison des 72 hectares qui avaient été consommés sur la période des 10 années précédentes, en y incluant l'impact du lycée aussi. Hein. Sur un échange qui a eu lieu récemment sous la présidence de Monsieur le sous-préfet, et afin aussi de soutenir ce développement économique du territoire de Saint-Nazaire, c'est notre bassin d'emploi, il a été proposé un protocole de coopération entre les communautés d'agglomération de Saint-Nazaire,
les communautés d'agglomération Cap Atlantique, Sud-Estuaire, Estuaire et Sillon, et notre communauté Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Ce protocole de coopération vise à identifier les complémentarités que l'on peut trouver d'un territoire à l'autre pour continuer de pouvoir, tout en réservant et en appliquant cette nécessaire sobriété sur la consommation foncière, de poursuivre l'accueil évidemment d'entreprises et de soutenir le développement économique tout en accueillant et confortant l'accueil de populations, et de rechercher aussi à rapprocher les entreprises des lieux de vie parce qu'on a énormément de monde, vous le savez, sur nos axes qui sont saturés pour ceux qui sont donc sur le bassin d'emploi de Saint-Nazaire, la RD 773 ou vers Nantes, la 165 sont des axes absolument saturés. Donc ce protocole de coopération va nous permettre de favoriser la création d'activités économiques à l'échelle de ces communautés que je vous ai citées, de participer à l'identification de sites potentiels de gains écologiques. On est là aussi dans des recherches de compensation écologique sur les volets faune, flore et zones humides. Et puis de coordonner de manière concertée l'offre de logement et les réseaux de mobilité, aussi avec l'appui des entreprises locales, de penser à conforter les réseaux de mobilité, les transports, autrement dit, de salariés sur leur lieu d'entreprise. Alors, ces modalités, ce protocole définit ce cadre de partenariat, les objectifs à atteindre collectivement, et puis des actions concrètes de coopération entre territoires. Pour nous, nous avions été solliciter sur notre potentiel possible de compensation écologique sur les volets faune, flore et zones humides à mettre à disposition de projets qui auraient pu se faire jour sur le territoire de Saint-Nazaire-Agglo. Et c'est pourquoi nous proposons ici non pas de proposer de mettre à disposition des compensations, parce que tout simplement nous n'en avons plus sur la commune. Donc sur cette coopération-là, nous ne pouvons pas répondre, mais nous avons proposé, et ça a été retenu, de pouvoir travailler sur des espaces d'accueil d'entreprises sous-traitantes ou complémentaires au bassin de Saint-Nazaire, et donc retravailler notre projet d'accueil et de développement économique. Donc on a ainsi fait évoluer les choses pour répondre à cette demande de complémentarité de territoire. Là, monsieur le sous-préfet, je me souviens dans la discussion, disait rapprochons aussi les petites entreprises qui n'ont pas vocation à être forcément spécialement aux côtés des grands donneurs d'ordre du bassin de Saint-Nazaire, rapprochons-les des salariés pour éviter que les salariés fassent quotidiennement ce trajet sur un axe qui est saturé quasiment de bout en bout pour notre bassin à nous ici de vie par rapport au bassin de Saint-Nazaire. Bon, tout ça et ces recherches nous amènent à proposer des surfaces destinées à accueillir du développement économique que nous allons porter à 20 hectares. Donc on est sur une complémentarité aussi d'accueil équilibré avec nos voisins pour continuer, tout en restant sur un axe de sobriété foncière, à trouver des axes de coopération et de complémentarité, surtout entre territoires. Donc, de ce fait, pour ce faire, ici, vous avez la carte sous les yeux. Non, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais en tout cas, vous avez... On n'est pas sur la zone de l'activité économique avec les hectares. Elles sont dessus, très bien. Alors, vous avez les petits ronds violets sur la zone de l'abbaye, ici, qui vous sont présentés. Donc, on va pouvoir présenter 20 hectares. Les 2 hectares à l'entrée de la zone de l'abbaye sont portés à 7,9 hectares. Elles sont toutes à l'entrée de la zone. Elles auront plutôt ici une vocation d'accueil d'entreprises d'envergure industrielle à cet endroit, à l'entrée de la zone. Et puis, on a une zone intermédiaire au milieu, qui est celle que je citais tout à l'heure de la Sapinière, qui est repérée ici, mais qui ne sera pas directement ouverte à l'urbanisation. Et puis, on aura une vocation sur les espaces plutôt en face la Menée, une vocation à un village ou de l'artisanat de production sur cet endroit, une vocation de village d'entreprise. Donc, des tailles et des envergures
d'activité économique beaucoup plus compatible à la proximité aussi d'un village, et c'est même le village de la Menée ou le village d'entreprise qui répondrait à celui de la Menée, enfin, dans quelque chose de beaucoup plus calibré, harmonieux, pour permettre cette cohabitation. Donc on serait à cet endroit sur un accueil possible aussi. Je cherche ma carte parce qu'elle était beaucoup plus... Donc, sur la première partie, vous avez ici des ronds, mais sur la première partie, la vocation attendue sera une envergure d'entreprise industrielle. Nous serons sur près de 7 hectares neufs, près de 8 hectares. Sur la partie tout en bas, en face la Menée, nous serons sur un accueil possible sur 7 hectares 5. Tout cela, je le précise, en retrait de toute zone humide. On a fait un inventaire des zones humides. Ici, il n'est pas question de faire des opérations en impactant les zones humides, ou en tout cas pas d'envergure. Donc on est bien sur le respect des zones humides, et ce qu'on vous donne comme surface, ce sont celles disponibles hors zone humide, évidemment. Hein. Voilà, donc on est sur un potentiel d'accueil de 20 hectares à cet endroit, avec un équilibre entre des entreprises plutôt à vocation artisanale, de pointe aussi, de recherche et de développement aussi, qui serait très intéressant de travailler cette question, et puis des entreprises à vocation d'envergure plus industrielle, mais dans la partie beaucoup plus compatible pour cela en tout début de zone. Donc voilà l'objet principal qui était celui du repassage du PADD, plan d'aménagement de développement durable, à ce conseil municipal pour répondre à ce nouveau contexte tel qu'il a été exposé par le sous-préfet, répondre aux demandes de complémentarité entre territoires en matière d'accueil d'entreprises et accueil de logements, en retravaillant sur nos vocations réciproques pour faire en sorte que ce territoire puisse continuer de proposer de l'emploi à ceux qui y habitent. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire là-dessus. Juste peut-être rajouter aussi en concertation avec la Comcom, puisque... Ben oui, on est inclus dans la coopération. Hein. Oui, on était partie prenante à la discussion. Oui, oui. Donc tout cela, bien sûr, l'échange que nous avons eu avec monsieur le sous-préfet était en présence de Jean-Louis Maugan, président de la Comcom, et j'étais aussi présente en tant que conseillère départementale. Donc on était bien associés, représentant ces territoires. Voilà ce que je voulais vous exposer. Est-ce que ça appelle des questions, des remarques sur... Moi, je veux... Vas-y. La politique des ânes, avant que le gouvernement ne disparaisse, il était fortement question de la remettre en cause et de la réviser, je dirais, un petit peu à la baisse ou à des dispositions un peu plus délicates. Donc je dirais que la messe n'est peut-être pas encore dite tout à fait sur le sujet. Par contre, il y a une chose qui m'ennuie, c'est dans le document tel qu'il nous est présenté, on parle de réduction de 40% et on va donc vers 43 hectares maximum. On a 16 hectares d'habitation et on a 20 hectares pour l'activité économique. Il manque 7 hectares. Où sont-ils? En fait, parce que on a aussi, dans les discussions et les échanges, deux options possibles, c'est-à-dire que l'impact du lycée, tel qu'il est pris au terme, à un mois près, l'impact du lycée nous fait passer la consommation du lycée dans la consommation après 2021 pour ceux qui nous regardent. Je ne sais pas s'ils ont conscience de ces seuils, mais en tout cas, la loi zéro artificialisation, la loi climat et résilience, disait qu'elle relevait la consommation sur les 10 dernières années et qu'à partir de, je crois, c'était septembre 2021, tout ce qui était consommé à partir de 2021 rentrait dans la consommation des 50%. Donc nous, un mois près, le lycée est passé après 2021 dans la consommation des 50% de la consommation des 10 dernières années. L'option ici retenue est de dire que c'est un équipement d'envergure régionale et qui est donc à une vocation régionale, enfin portée par la région, d'envergure au-delà de la commune. Et donc on déroge
tout en restant dans une trajectoire de moindre artificialisation, on déroge et on arrive sur une réduction de la consommation abaissée à 40% quand on retire l'impact du lycée. C'est pour ça qu'on peut atteindre à la fois les 20 hectares et la consommation au logement que tu citais tout à l'heure. Deuxième question, bon, sur l'activité économique relève de la communauté de communes. Ouais. Sur les 20 hectares qui sont envisagés, la communauté de communes possède combien de terrain? La grande majorité, justement. Oui. Il y a la sapinière, mais qui sera pas forcément mise en ouverture à l'urbanisation tout de suite. Ouais. Et autrement, à part une partie peut-être le long de en haut, au nord de la zone, le plus près de la 4 voies, il y a une partie qui appartient pas, mais autrement le reste appartient. Ça fait 2 soirs que je passe à peu près sur les coups de 19h. On voit que la route qui arrive de Donge est totalement engorgée. Ils arrivent au niveau du rond-point de l'Hermine, là c'est pareil, c'est toujours engorgé. La route du Vélodrome, du coup, est aussi engorgée parce que du coup, ça s'attend. Et je me suis fait, du coup, à un moment donné, la réflexion de se dire... sur Pontchâteau, on ne pourra pas faire de contournante parce qu'on est quand même sur des zones de marais et puis il y a eu des réflexions sur d'autres mandats qui ont échoué. Et je me demandais si, à terme, au niveau du bassin d'emploi de Saint-Nazaire-Pontchâteau, il n'y aurait pas une réflexion pour caler des heures de débauche et d'embauche différentes pour qu'on puisse... pour que ça puisse étaler en fait la circulation routière et que ça puisse permettre de fluidifier un peu le trafic routier. C'est une réflexion que j'avais. Il y avait une chose qui existait et qui est en train de se remettre en place parce que justement, je pense que les gens en ont marre d'être dans les bouchons. C'était les transports en commun pour y aller. Il y avait les grands donneurs d'ordre, comme on disait tout à l'heure, qui avaient mis en place, des cars qui ont été délaissés à un moment et là qui a priori reprennent un peu d'activité. Donc ça pourrait être aussi un moyen de pallier à cette problématique, puisqu'effectivement le matin c'est pareil, hein, c'est impressionnant. Et c'est ça. Un deuxième élément qui a été celui abordé aussi pendant cette réunion de concertation pour trouver les complémentarités, c'est de rapprocher les entreprises du bassin de vie en même temps. Il y a un certain nombre d'entreprises satellites qui génèrent de l'emploi autour des grands donneurs d'ordre et tous les matins, nos habitants d'ici vont dans ces entreprises. Et l'idée pour monsieur le sous-préfet, c'est de ramener, quand il y a des possibilités d'accueil, ces entreprises qui sont dans des envergures soutenables pour nos zones d'activité économique, de les ramener vers le bassin de vie pour éviter ces trajets, Et pour répondre à Stéphane, il faut tenir compte du fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises du bassin nazérien qui font de l'horaire flexible. Donc cette flexibilité des horaires, elle ne peut pas non plus être extensible à l'infini, mais elle existe. Donc elle permet, je dirais, de lisser autant que possible, je dirais, les arrivées. Sur le plan de la localisation, il y a une entreprise qui est remarquable, c'est Frais Émincé, qui a une logistique nationale qui est située à Pontchâteau. Donc Pontchâteau a, je dirais, une facilité d'accès, de communication, de logistique qui est importante. Alors il ne faut pas installer non plus trop d'entrepôts parce que les 20 hectares, ils vont être vite consommés. Hein. De ce point de vue-là, on privilégie ces 20 hectares qu'on est allé quand même chercher sur des projets génératrices d'emplois et moins de noria de véhicules ou de... Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas de logistique, mais la logistique devant arriver là où il y a un espace proportionné pour... on n'a pas... c'est pas démesuré ce qu'on propose ici. Nos voisins proposent aussi 20 hectares. On est dans des
dans des zones de développement économique assez modestes malgré tout. Donc, il faut proportionner l'envergure des entreprises que nous accueillons à nos capacités. Et tu as raison, si une seule entreprise vient consommer les 20 hectares, c'est pas envisageable. Et puis, il faudra changer sans doute aussi la logique qui est celle aujourd'hui d'être dans un écoulement à la demande du foncier. Donc ça veut dire que ce qu'on est allé reconstituer ici comme potentiel économique, est-ce qu'on va le laisser s'écouler au gré de la demande et remonter ça naturellement comme si on avait une ressource ici inépuisable. Ce n'est absolument pas le cas. Donc il va falloir qu'on engage aussi une réflexion, qu'on change de logiciel et que l'on, sans doute, qu'on dissocie les entreprises, on parle de les entreprises, les collectivités y réfléchissent, hein, qu'on dissocie le sol du bâtiment, de l'équipement. Hein. Il faudrait que cette denrée qui devient rare, qui est le foncier, reste publique. Parce que quand elle devient privée, elle fait l'objet de plus-value. Et puis le développement, l'action publique pour maintenir de l'emploi au plus près des habitants, c'est notre responsabilité, mais nous allons nous démunir très rapidement si on laisse l'écoulement se faire à l'ancienne, à la mode de la demande. Hein. Et puis, donc ça, c'est quand même très important comme prise de conscience. Elle se généralise quand même. Je sais que ça change la donne pour ceux qui se portent acquéreurs de foncier, mais ils le savent très bien qu'on va arriver dans une nouvelle logique. Hein. Je pense que ce soit pour la construction de logements, et on le voit avec le BRS, le bail réel solidaire, surtout sur les marchés tendus, on ne vend plus le foncier. Le propriétaire primo-accédant peut continuer d'habiter dans des grandes villes où il y a une surenchère ou en tout cas un enrichissement du prix mètre carré, de l'euro mètre carré. Il peut quand même être propriétaire, mais il n'achète que son logement, il n'achète plus le foncier. On sera dans des logiques un peu comparables en développement économique. Et puis, il y a à repenser aussi, évidemment, l'aménagement, tout ce qui peut être mutualisable. Et donc, dans la démarche, notamment engagée ici aussi avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, il y a la recherche d'identification du gisement foncier en termes économiques. Quand une petite entreprise veut 3 000 à 4 000 mètres carrés, ce gisement foncier dira où il y a des potentiels de division. Ici, nous venons de s'organiser pour libérer, et les territoires que j'ai cités s'organisent aussi, pour libérer 20 hectares. Bien, ça c'est une denrée qu'il va falloir surveiller. Elle doit être génératrice d'emplois, on ne va pas la mettre sous cloche, ce n'est pas ce que je dis. Mais regardons à ce que les modalités futures nous permettent de garder ce foncier comme cette denrée rare qui doit rester dans l'action publique pour ce qui concerne ces 20 hectares. Ensuite, quand des petites acquisitions sont nécessaires, on va avoir un repérage du gisement foncier. Qu'un artisan s'adresse aussi à un autre propriétaire. Quand il y a une division possible, on peut aussi dire ici à cet endroit, il y a des divisions possibles, il y a des espaces qui peuvent peut-être accueillir en densification une nouvelle entreprise. C'est d'instaurer ce dialogue entre les propriétaires d'aujourd'hui et les accédants de demain qui recherchent eux et 5 000 et 3 000 et 6 000. Quand on regarde sur les 4 dernières opérations qui sont remontées, chacune ne portait pas une demande démesurée, mais le total faisait 1,3 hectare. Et à ce rythme-là, on fait ça 20 fois et c'est terminé. Donc voilà, il faut qu'on change cette logique-là. Ça va bousculer un petit peu, mais on n'a pas le choix. Sinon, c'est bis repetita, mais il n'y aura pas de bis repetita indéfiniment. Ici, on ferme et ça sera rideau si on ne maintient pas ce nouveau foncier qu'on dégage, si on ne trouve pas les moyens, les modalités de le conserver dans le giron public. Alors, ce ne sera peut-être pas faisable sur les 20 hectares, mais il faut engager cette réflexion-là. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le développement éco, il faut aussi l'habitat. Enfin, vous voyez bien l'équilibre qu'on recherche. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas en soi une contrainte, c'est une opportunité de penser et de faire autrement. Voilà. En commission éco, je défends à chaque fois aussi la mutualisation des parkings. Il y a du travail à faire. Et c'est facile à mettre en place.
c'est quelque chose qu'on va écrire aussi dans le PLU, ça. J'aimerais intervenir. Ouais. Nous, on saisit tout l'intérêt de cela. Après, comment la population, certains le saisissent aussi aujourd'hui, d'autres peut-être un peu moins. Donc voilà, le magazine, différentes actions de communication peut permettre à la population de mieux comprendre en fait le sens et l'intérêt de ce qu'on veut mettre en place et que ça ne soit pas vécu comme une contrainte. Les idées, la sensibilisation fait son chemin, mais tu as raison, c'est pas, on est baigné nous dans ces réflexions-là, donc ça nous paraît acquis, mais c'est effectivement, je te rejoins, ce n'est pas le cas et on aura des efforts pédagogiques pour partager ces préoccupations sur la nécessaire prise en compte de réduire notre artificialisation. Personne n'ira contredire ce qui se passe en termes ou d'incendie en 2022 ou d'inondations comme on a eu et de tempêtes comme on le voit, on va en parler tout à l'heure. On est obligé de faire de réels efforts pour rentrer dans une adaptation au changement climatique et donc de repenser aussi comment on urbanise et on artificialise et comment, notamment sur nos zones urbaines, les schémas d'évacuation d'eau pluviale, ça devient un document indispensable à se doter. Et donc, je pense que c'est un temps pédagogique qu'il faudra se donner à plusieurs reprises et l'occasion de la révision du PLU nous en offre des possibilités. Mais ça prend du temps de s'approprier de tous ces enjeux-là. Qu'est-ce que c'est la densification? Il ne faut pas en faire quelque chose qui fasse peur. C'est d'exploiter, de repenser aussi l'aménagement dans nos centres-villes, dans nos zones urbaines, dans nos enveloppes urbaines. Et donc les orientations de la loi climat et résilience et la révision des PLU dans cette nouvelle génération ne seront plus autorisées en extension systématique en dehors de l'enveloppe urbaine, un peu partout, comme on l'a fait à l'époque où on pensait que tout ça, c'était du foncier exploitable. Voilà, donc on revient à quelque chose de sans doute plus logique, plus respectueux, et il est urgent de rentrer dans cette dynamique-là. Pour autant, on fait en sorte aussi de travailler les choses pour que chacun ait son cadre de vie et droit à un logement avec un environnement agréable. Il ne s'agit pas ici de diaboliser la densification. Elle sera organisée, réfléchie par des opérations programmées, d'aménagement programmé, de manière à donner les grandes prescriptions et directives de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on veut, pour ne pas avoir des projets qui seraient dissonants avec l'existant, le déjà là, et que chacun puisse cohabiter dans de bonnes conditions. Je parle pour le logement, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup de pédagogie à faire et d'échanges à avoir à l'occasion de la révision de ce PLU. Il faudra se donner les moyens de ces temps de rencontres et de discussions en petite tablée, voilà, pour avancer ensemble là-dessus. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'était l'essentiel, la principale motivation, enfin c'était celle-ci, de pouvoir représenter la stratégie de développement économique à l'échelle donc beaucoup plus large, repenser à l'échelle plus large je vous le disais, des 4 PCI que je vous ai cités tout à l'heure, pour trouver ces complémentarités et non pas reproduire chacun la même chose, mais avoir plutôt des complémentarités. Voilà. Et bien, si vous en êtes d'accord, je vais, après cet échange, vous soumettre cette proposition. Et cette proposition réside dans le fait de prendre acte de la présentation en ce Conseil des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, dit PADD, suivi par un débat que nous venons d'avoir en séance plénière sur les dites orientations, et m'autoriser à signer le document ou mon représentant pour effectuer toutes les démarches. Je vais appeler vos votes, si vous voulez bien. Je vais appeler les votes pour la prise d'acte. Voilà. Pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Donc, nous avons pris acte. Alors, je vais ramener tout ça.
Bien, question diverse. Non pas que la question soit diverse, mais elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, donc je ne pouvais pas la rajouter autrement. Ici, je voudrais aborder avec vous la situation à Mayotte. Donc, chacun a vu par les infos ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il reste à peu près rien, et les gens sont absolument démunis de tout, et beaucoup de problèmes vont se faire jour, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en nourriture, de trouver un abri pour dormir. Certainement des pertes humaines encore à découvrir dans les encombrements, enfin, et donc aussi des potentiels risques au niveau de la santé. Enfin, beaucoup de choses qui nous invitent évidemment ce soir à en discuter et surtout ne pas rester indifférent à ce qui vient de se passer à ce titre sur Mayotte. Donc, on rappelle ici que le cyclone d'Ishido a frappé le 14 décembre dernier avec des conséquences humaines, sanitaires, matérielles qui sont catastrophiques pour cet archipel, et que le nombre de victimes aujourd'hui, généré là, par ces violentes rafales, on en voit les premiers éléments, mais il faut s'attendre à quelque chose d'un bilan très lourd, en termes sans doute aussi de pertes humaines. Donc c'est pour cela que moi ce soir je voulais partager avec vous comment nous pouvions manifester notre soutien, notre solidarité à cette catastrophe humanitaire, à la fois sur le bilan matériel qu'on peut en faire, et puis à la fois sur le lourd bilan humain et les situations de deuil que vont supporter les familles là-bas. Donc, il vous est proposé ici d'en discuter pour qu'on puisse ensemble définir quel pourrait être notre soutien. Ici, il s'agit d'un soutien financier sur les démarches d'urgence, c'est-à-dire d'être contributeur parmi peut-être beaucoup d'autres collectivités communes. Nous sommes 34 000 en France à peu près de communes. Donc, c'est en tout cas d'afficher notre solidarité. Alors, il y a, tel que ça nous a été proposé, la possibilité, par Fondation de France, et un compte a été ouvert à cet endroit, de pouvoir faire suivre notre contribution financière pour que ça rejoigne un fonds évidemment national et que ça vienne alimenter ce fonds pour organiser les démarches d'urgence à déployer sur place et de pouvoir alimenter les victimes par les opérations de secours, les fournitures essentielles, enfin toutes choses par ailleurs utiles d'urgence. Donc voilà, la parole est libre pour que chacun d'entre vous me dise ce qu'il en pense, et puis de convenir du montant. Le montant reste celui accessible, enfin en tout cas une proposition de contribution parmi un nombre important en France de communes, et c'est de notre département que l'on parle, hein, notre département français. Donc voilà, moi je pense que, évidemment, je pense qu'on partage cette souhait de solidarité, mais je vous laisse en discuter. Qui veut prendre la parole ou proposer? Moi, je veux bien. J'ai entendu à la radio une députée sur cette zone géographique qui évoquait toute la catastrophe, puisque les gens n'ont plus d'habitation. Il y a un seul centre hospitalier pour toute l'île qui était déjà insuffisant en termes de lits. Donc, ça donne un petit ordre d'idée. Et puis, côté alimentation, eau potable, etc., c'est pas mieux. Donc, c'est une catastrophe, comment dire, qu'on ne peut pas concevoir, nous, ici, mais qui est réelle pour certains. Sur ce point-là, je vous rejoins. Ça fait le lien aussi avec ce qu'on a dit, adaptation au changement climatique. Hein. On voit qu'il est plus qu'urgent de s'en préoccuper. Ici, à cet endroit, je vais vous faire une proposition de participation à 2 000 €. C'était celle aussi que nous avions apportée pour venir aussi en solidarité, en aide aux personnes à l'Ukraine. Hein, aux personnes obligées de fuir. Et voilà, donc je vous propose de garder cette base de contribution et de la soumettre à votre
à votre discussion, à votre vote. On est tous d'accord sur le principe de solidarité, hein, je pense. Hein, d'accord, hein, d'accord. Bien, eh bien, écoutez, pour cette fin de conseil municipal, je vous propose d'y ajouter cette délibération qui est donc le soutien aux victimes du cyclone Chido à Mayotte avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fondation de France que je vous propose à hauteur de 2 000 € en soutien aux victimes. Et donc, je vais appeler vos votes, s'il vous plaît. J'appelle les votes pour. Pas d'abstention ni de vote contre et je vous remercie. Le prochain conseil, ça sera après les fêtes de Noël. Je vous propose de rester quelques instants ici. Après la séquence qui se termine, nous attendons le Père Noël. Donc, je vous propose de lui laisser le temps d'arriver. Mais en tout cas, passez de bonnes fêtes. Je le dis aussi à ceux qui nous regardent, passez de bonnes fêtes. Profitez-en pour vous ressourcer en famille auprès de vos proches et de vos amis. Et puis de revenir en forme au mois de janvier. Donc, belle fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup.